Et bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vois pas mal de monde déjà. Donc on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. On va attendre 1 ou 2 minutes. En attendant, n'hésitez pas à nous dire depuis où vous nous regardez aujourd'hui. Donc tout le monde nous rejoint, donc soit votre ville, soit votre pays. Moi, de mon côté, je vous parle de Paris. Donc on va attendre encore quelques minutes, en tout cas 1 minute et quelques secondes. Bonjour Mathilde. Bonjour Dorothée de Lille. Lisa de Tel Aviv. Bonjour Lisa. Mathilde de Saclay. Hello, hello. Salut Clotilde. Hello Esther de Bordeaux. Il fait super beau. Il fait beau aussi à Paris. Super. Bon, c'est bien, vous êtes beaucoup, ça fait plaisir. On va attendre encore quelques petites secondes. On va commencer vers 32. Hello Manuel, bienvenue de Jérusalem. On a des gens du monde entier aujourd'hui. Hello Alexandra de Paris. On va commencer. Il est 32. On va pas trop attendre. Euh, on a 45 minutes ensemble. Hello Lucie de Paris également. Hello, hello. Bon, je vous propose de démarrer. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce webinaire durant lequel on va parler des nouvelles politiques RH qui transforment la mobilité internationale. Ça durera une trentaine de minutes et on se laissera ensuite une quinzaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser un maximum en cliquant sur le petit bouton questions que vous avez en bas à droite, qui est prévu pour ça. Gardez également l'œil sur le chat à droite. On vous posera aussi des petites questions via des sondages et ce sera intéressant d'avoir vos retours d'expérience sur certains sujets. Donc moi, c'est Pierre-Jean, je suis responsable marketing pour le marché français chez Deal. Et on a décidé d'organiser ce webinaire avec notre partenaire Expateo pour vous partager d'abord nos points de vue sur l'évolution du marché du travail actuel et ses conséquences dans la gestion de la mobilité internationale des ressources humaines, pardon. Et donc, nous reviendrons ensuite sur les freins rencontrés par les entreprises dans la gestion des mouvements transfrontaliers et les nouvelles tendances en termes de gestion de la mobilité internationale. Et enfin, on vous partagera les nouvelles pratiques qui transforment la mobilité internationale que nous observons et mettons en place pour nos clients, que ce soit côté deal ou Expateo. Donc aujourd'hui, pour parler de tous ces sujets, j'ai la chance d'être accompagné de deux experts en la matière que sont Claire Pinatel d'Expateo et de Julien Couder de Deal. Donc je vous laisse tous les deux monter sur scène et je vais laisser Claire se présenter. Hello, hello. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je commence effectivement par me présenter. Donc, moi, je suis de Saint-Jean-de-Luz, hein, voilà, pour compléter le tableau. Donc, en fait, avant d'être fondatrice et CEO d'Expateo, pour ma part, je suis moi-même passée plusieurs fois par la case mobilité internationale, que ce soit dans différents pays, différentes formes aussi, sous différents formats. J'ai démarré en tant qu'étudiante. Je suis un peu la génération l'auberge espagnole, pour ceux pour qui c'est une référence. Alors, Expateo, c'est quoi? En fait, nous, on est une entreprise française et notre métier, c'est de digitaliser les processus RH de mobilité internationale des grandes entreprises essentiellement, que ce soit sur des sujets d'immigration, sur la partie contractuelle, sur la partie package, etc., pour un pilotage global des flux transfrontaliers. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter l'ensemble des parties prenantes sur notre plateforme, que ce soit les équipes mobilité internationale, bien sûr, le talent, les équipes RH au sens large et les différents prestataires qui vont graviter. Et ça va permettre à travers notre plateforme trois choses, d'améliorer l'efficacité des équipes RH, la conformité des process et, in fine, quelque chose dont on va beaucoup parler aujourd'hui, l'expérience des talents. Voilà. Super.
Très bien. Julien, je te laisse te présenter également. Oui, je prends le relais. Merci Claire et Pierre-Jean pour l'introduction et ravi de pouvoir échanger avec tout le monde aujourd'hui. Donc moi, je suis Julien Couder, je suis country manager France-Europe du Sud chez Deal. Précédemment, j'ai fait 15 ans de carrière dans la gestion des talents et le SIRH, donc je connais très bien les sujets liés à la mobilité aussi, aux ressources humaines. Et puis également, j'ai été, dans mes études, amené à bouger, vu que j'ai fait notamment un master à Bologne en Italie. Et donc Deal, on propose une plateforme globale en SaaS de gestion des RH et du payroll. On permet du coup aux entreprises de très facilement en fait s'implanter dans des pays, de pouvoir payer leurs collaborateurs un peu partout dans le monde et dans une approche totalement compliant. Et donc ça, on le fait dans plus de 120 pays dans le monde pour différents types d'organisations et en fonction de leur niveau de maturité. Donc on est en prise directe finalement avec des organisations qui ont des enjeux à l'international. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie on prend le pouls en fait des tendances actuelles et je dirais des grandes pratiques qui sont usitées et des modes opératoires qui sont proposés aujourd'hui. Ok, super, très clair. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour dire la bienvenue à tous ceux qui sont encore en train d'arriver. Hello Émilie de Bretagne où il fait beau, Ludivine, Martin. Hello à tout le monde. Super. Donc du coup, je vous propose de continuer. Donc merci à tous les deux, hein. Je suis encore une fois ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est parti. On va commencer par parler de l'évolution du marché du travail au cours de ces dernières années. Donc je vais me tourner vers toi, Julien. Je vais retirer la présentation ici. Hop. Donc Julien, première question pour toi. Donc tu as une belle expérience dans la gestion des talents et plus généralement dans la RH via tes précédentes expériences et tous les sujets que tu portes aujourd'hui chez Deal. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les changements du marché du travail que tu as pu observer de ton côté ces dernières années? Oui, bien sûr. Donc oui, on trouvait intéressant en fait d'introduire ce webinaire en reprécisant alors c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais ce qu'on a tous vécu depuis 3 ans et ce que nous on voyait précédemment, j'étais chez Talentsoft, chez pas mal d'organisations qu'on accompagnait dans les sujets SIRH. Et c'est vrai qu'on a tous vécu à la fois avec la crise de la pandémie et les confinements, une nouvelle façon de travailler, des attentes des collaborateurs qui ont fortement évolué, notamment liées à des nouvelles pratiques, des nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes qui sont liées maintenant à une attente forte de flexibilité entre la vie pro et perso, de pouvoir avoir davantage d'agilité aussi sur les lieux où je peux être amené à travailler. Et également aussi une accélération des outils collaboratifs tels que Teams, Gmail, Zoom. Avec maintenant, je me souviens, il y a 5-6 ans, quand on faisait des réunions en distanciel, ça restait quand même assez marginal. Aujourd'hui, quasiment au quotidien avec nos clients, on est sur des échanges qui sont majoritairement justement sur des Google Meet, des Teams ou des Zoom. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement, les outils collaboratifs maintenant font accélérer aussi les nouvelles pratiques de travail et du coup, des attentes aussi des collaborateurs. Ça permet d'avoir des nouvelles possibilités au niveau des attentes des collaborateurs. Donc, on observe en tout cas une confirmation, finalement, c'est une lame de fond qui a été provoquée par le confinement, qui maintenant s'est installée dans la durée. Et ça, on le voit un peu partout dans le monde, même si dans le monde de la tech, on a vu des organisations des grandes de la tech, je pense notamment à Tesla, même si des fois Elon Musk est un peu provocateur, qui reviennent un peu en arrière sur le télétravail et sur l'approche hybride de travail. Néanmoins, le mode de fonction et les attentes aujourd'hui ont vraiment changé, ce qui oblige l'organisation à repenser la façon d'accompagner leurs collaborateurs, notamment sur les sujets de mobilité géographique. Très intéressant. Ouais, Claire, je te laisse rebondir. Ouais, je vais rebondir et je vais compléter ton propos, Julien. En fait, effectivement, de là où on se situe, moi, j'aurais envie de résumer en fait les 4 évolutions majeures qu'on a constatées post-Covid. Et je te rejoins, Julien, c'est des tendances qui avaient été amorcées avant et qui vraiment se sont accélérées post-Covid. Donc, la première d'entre elles, c'est ce que tu viens de mentionner, c'est du point de vue des RH, c'est l'introduction de plus de flexibilité en fait dans les pratiques pour justement répondre à ce besoin d'attirer, de fidéliser les talents qui ont
des attentes qui ont changé, que tu viens d'évoquer. Et c'est comme ça qu'on a vu pas naître, mais se développer et s'accélérer le développement vraiment de multiples formes de mobilité. Donc là, il y a le télétravail à l'étranger que tu as évoqué, mais il y a aussi le commuting et le short term. Voilà, il y a diverses formes de mobilité qui se sont développées pour pouvoir répondre à ces attentes un petit peu diverses des talents. Et le corollaire de ça, c'est des pratiques en matière RH aussi, d'aller plus vers de l'individualisation des packages, de l'accompagnement des talents, justement pour s'ajuster au plus près de ces besoins-là. Donc ça, c'est vraiment la première tendance. La deuxième, moi, j'avais envie de parler de la pénurie des talents. Bon, j'apprends rien à personne en parlant aussi, j'enfonce une porte ouverte. Elle existe encore, on a entendu parler de ces vagues de licenciements dans la tech en ce début d'année, mais elle reste là, cette pénurie du talent. Et pour répondre à cet enjeu, les entreprises, elles se sont adaptées et elles ont notamment fait appel au recrutement international. Nous, on a l'exemple d'un de nos clients qui est Capgemini. En France, c'est 10 000 recrutements, 10 000 CDI cette année. Il va avoir 10 à 13% qui seront recrutés hors de France et principalement hors Union européenne. Et c'est une tendance qui est vraiment qui a été relevée dans une étude d'EY en 2023, où il était mentionné, je crois que 88% des employeurs estiment que la mobilité internationale peut vraiment contribuer à remédier à ce sujet de pénurie de talent. Donc ça, c'était la deuxième tendance à laquelle je voulais parler, dont je voulais parler, pardon. Le troisième sujet, c'est pour moi le sujet de la conformité. Pourquoi ? Parce que donc ce monde post-Covid, donc on évoque, c'est un monde avec plus de complexité. Donc avec ce que tu as évoqué, Julien, la flexibilisation des modalités de travail, la multiplication des types de mobilité, qui viennent s'ajouter à un contexte géopolitique international qu'on connaît, qui a ses risques liés. Et en termes de sécurité, il ne faut pas oublier non plus les risques liés en matière de cybersécurité, qui ont un impact aussi sur les mobilités. Et cette augmentation de la complexité fait de la conformité un enjeu majeur pour les équipes RH. Et c'est vraiment la sécurisation des viviers de talents vraiment dépend de cette conformité. Et je terminerai, moi, sur la dernière tendance qu'on a constatée post-Covid et qui s'est renforcée, qui émerge, c'est l'intégration des enjeux RSE dans les politiques de mobilité internationale. C'est en lien avec une stratégie plus globale, des sujets aussi de marque employeur. Et si ça se décline notamment avec la réponse aux enjeux de diversité, parce que les politiques de mobilité, elles doivent permettre d'offrir des opportunités à tous les talents. C'est bien le sujet. Et donc là, on constate que les professionnels de la mobilité internationale, l'inclusion, ceux de la diversité, de l'inclusion, du talent management, collaborent ensemble pour identifier les candidats et garantir que cet accompagnement il soit accessible à tous. Et puis le deuxième alinéa dont j'ai envie de parler dans cette partie RSE, c'est l'intégration des enjeux environnementaux. Et nous, on constate que de plus en plus d'entreprises, parmi nos clients ou en dehors, même si ça émerge, opèrent une refonte en fait de leur politique de mobilité internationale pour intégrer ces enjeux environnementaux et en diminuer l'impact en fait, diminuer l'impact de ces mobilités. Super intéressant. Voilà les 4 tendances dont j'avais envie de parler. Merci beaucoup, Claire. Je rebondis. Je vous ai partagé à tous un petit sondage que vous pouvez voir en cliquant sur sondage en bas à droite. Où je vous pose la question, avez-vous structuré une politique spécifique pour le télétravail international dans votre entreprise? N'hésitez pas à répondre dès que vous pouvez, comme ça on verra d'ici la fin du webinaire un petit peu les tendances de votre côté. Voilà, ensuite on peut peut-être avancer. Donc là, super intéressant vos 2 points de vue. On veut maintenant s'intéresser aux difficultés RH et les freins globalement liés à la mobilité internationale que rencontrent de plus en plus d'entreprises. Donc, je vais commencer toujours par toi, Julien. Quels sont pour toi là, les freins que tu as pu observer, notamment chez Deal?
Oui, donc en fait, donc déjà, ça va dépendre de la maturité et des organisations et de leur présence aussi à l'international. Donc ça, c'est un premier élément. Ont-elles des entités dans le monde? Est-ce que de par leur activité, elles sont amenées aussi, ça a du sens d'amener des collaborateurs à bouger en mobilité? Et ça, je dirais plutôt que c'est le vécu côté organisationnel et donc de savoir si globalement ces sujets ont déjà été pensés et qu'il y a des ouvertures en termes de career path, de gestion des talents et évidemment une culture de mobilité auprès des équipes. Ce qui est certain, c'est qu'on a la chance chez Deal d'être en prise directe avec à la fois des organisations type startup, scale-up, qui pour elles, ce sujet de mobilité est quasiment naturel. Pourquoi? Parce qu'elles pensent tout de suite leur développement, sans faire une généralité, mais assez global. Donc, elles ont besoin très rapidement d'avoir des collaborateurs dans différents pays, d'une part, soit pour développer, ouvrir un marché, soit notamment aussi pour accompagner des clients locaux. Et le deuxième point, c'est ce qu'a bien dit Claire, c'est qu'ils sont aussi confrontés à une pénurie de talents au niveau local. Et donc, le fait de pouvoir s'ouvrir au-delà des frontières à d'autres talents, ça mène de vie. Donc, c'est ça qu'ils pensent aussi leur organisation, bien souvent, de façon globale. Et donc, ils ont besoin rapidement d'être accompagnés sur ce type de sujet. Les bloqueurs sont tout de suite, ce qu'a dit Claire, l'aspect compliance, réglementaire, voire pourquoi pas de visa d'immigration qu'il faut gérer d'une part, sur l'aspect purement légal. Et ce qu'on observe, nous, c'est qu'avec notamment l'instabilité géopolitique qu'on regarde aujourd'hui, et notamment les différents conflits, on voit très vite, en tout cas nous on est confrontés, on voit que très rapidement les organisations en fait doivent repenser leur stratégie de marché d'une part, mais également il y a beaucoup de craintes à potentiellement investir ou accompagner des collaborateurs dans tel ou tel pays. Et donc le premier élément, ça va être celui-ci. Et le deuxième, c'est l'expérience côté collaborateur, c'est comment il va être réellement accompagné et comment s'assurer aussi que cet accompagnement est en cohérence, en harmonisation par rapport aux pratiques déjà usitées en interne. Ça peut être notamment au niveau des bénéfices, des mutuelles, donc tout ce qui avait été couverture sociale, mais également aussi sur le travail, est-ce qu'ils vont avoir un bureau ou pas localement, comment on va aborder l'aspect culturel et managérial au niveau local. Et donc ça, c'est le deuxième élément qui va être vraiment, en tout cas, pris en compte et qui peut être aussi un bloqueur. Dans les grands groupes, ce qu'on observe pour le coup, c'est qu'ils sont souvent liés à des situations d'urgence. Donc finalement, ils doivent rapidement gérer une personne qui doit suivre son conjoint ou sa conjointe. Et donc, ils sont démunis parce que des fois, ils n'ont pas la connaissance du droit du travail local et ils n'ont pas d'entité. Ou sinon aussi, ce qu'on observe de plus en plus, c'est des restructurations en interne. Et donc, du coup, ça les oblige également à repenser la façon d'accompagner leurs collaborateurs dans tel ou tel pays. Et ça, c'est un deuxième élément qu'on voit, c'est-à-dire que ça leur demande aussi, dans le fait de repenser l'organisation, d'être accompagnés sur ces sujets, évidemment, de relocalisation et d'ajustement en interne. Et je rajouterai un dernier élément qu'on observe de plus en plus ces derniers temps il y a 3 ans, on a connu un confinement collectif qui a eu des rebonds en fait depuis les 3 dernières années. Et il y a beaucoup de collaborateurs qui finalement sont à l'étranger, sans forcément que leur employeur au niveau groupe ou corporate soit informé. Et aujourd'hui, il y a une forme de réajustement qui est difficile à gérer. Et donc, ce qui oblige des fois à voir comment conserver une fidélisation des talents qui, eux, ont pris de nouvelles habitudes et qui sont éparpillés des fois un peu partout dans le monde. Très bien, super. Vous me dites aussi, si vous voulez que je partage quelques statistiques, je vais partager mon écran ensuite après une présentation avec quelques stats. Claire, tu peux peut-être rebondir. C'est quoi ton point de vue sur les freins que rencontrent les entreprises de ton côté? Et le point de vue d'Expateo, ouais. Ouais, je vais centrer mon propos effectivement du point de vue de la fonction de mobilité internationale qu'on retrouve principalement plutôt dans des entreprises qui sont d'une certaine taille et qui ont des volumétries, mais importantes. En fait, comme on a commencé à l'évoquer plus haut, on se retrouve avec une fonction de la mobilité internationale qui est prise un peu en étau entre ce besoin de flexibilité d'une part, qui vient poussé par la demande des talents, et cette complexité accrue. Et du coup, ils ont dû s'adapter. Et c'est ce qu'une étude d'Ering de 2023 fait ressortir, où 37% des professionnels de l'AMI ont le sentiment que cette fonction a fondamentalement changé depuis l'époque pré-pandémique. Donc, je vais simplifier un peu le trait, mais grosso modo, dans la mobilité internationale, il y a 2 approches. La plus courante aujourd'hui, c'est de considérer que
une approche opérationnelle de la fonction, y compris dans son rôle d'expertise et de conseil. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, les équipes de nos clients sont de plus en plus sollicitées au quotidien sur des cas particuliers par le business, notamment sur des sujets qui peuvent vous concerner, Julien, c'est je fais comment pour recruter ce salarié qui ne veut pas bouger et on n'a pas d'entité dans le pays. Donc voilà, on a plein de cas particuliers comme ça qui leur arrivent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que s'ils n'ont pas de politique structurée en amont, la mission, elle est parfois délicate. Parce que on prend l'exemple du télétravail à l'étranger. La mobilité internationale, en fait, s'il n'y a pas de politique, ça va être souvent celui qui va dire non pour des raisons de faisabilité ou de conformité. Et c'est un positionnement qui n'est pas toujours simple à tenir, notamment face à un business qui ne comprend pas toujours non plus ou qui n'a pas envie de comprendre. Et d'où vraiment la nécessité, j'insiste, d'avoir ces politiques structurées en amont. Ces équipes mobilité internationale, qui font face donc à une plus grande variété de demandes. Elles voient aussi potentiellement leur champ d'intervention qui s'élargit. Elles vont gérer des types de mobilité qu'elles ne géraient pas avant. Et donc, il y a clairement un risque de surchauffe, en fait, pour elles. C'était déjà des équipes qui n'étaient pas surstaffées. Et donc, s'il n'y a pas de moyens supplémentaires qui leur sont alloués, que ce soit en termes d'effectifs ou en termes de techno, on a de vrais risques de surchauffe sur ces équipes. Donc ça, c'est vraiment pour parler de la dimension opérationnelle du métier. Ensuite, la fonction mobilité internationale, elle devient ou elle peut devenir plus stratégique. Et cela signifie quoi? Cela signifie qu'on va considérer la mobilité comme un élément essentiel de la stratégie globale des talents et non comme une fonction transactionnelle qui va être enfermée dans un silo. Et en fait, ce que je s'aperçoit, c'est que les entreprises qui sortent la mobilité internationale de ce silo opérationnel, elles vont avoir plus de chances de réussir à créer les synergies entre les fonctions pour répondre aux enjeux dont on a parlé, l'enjeu de conformité pour le business et l'enjeu d'attractivité et de rétention des talents. Et d'ailleurs, sur cet enjeu d'attractivité, de rétention talent, c'est là où on voit la convergence qui s'opère entre le talent management d'une part et la mobilité internationale sur les sujets de recrutement international. Tu l'évoquais aussi un petit peu, Julien, en amont. Toujours, là, je reprends l'étude d'Ering que j'évoquais tout à l'heure. Il y a 17% des organisations à date, donc ça n'est pas une majorité, mais qui utilisent délibérément les opportunités de carrière internationale pour attirer et retenir les talents. Et il y en a 48% qui s'attendent à ce que ça soit de plus en plus dans l'avenir. Moi, je prends l'exemple d'un de nos clients qui a créé spécifiquement une politique sur le commuting, sur les commuters, dans un objectif pur de recrutement. C'est quelque chose qui est proposé aux salariés qui souhaitent recruter. Donc voilà. Donc effectivement, cet enjeu d'harmonisation du programme de la mobilité internationale avec la stratégie de talent management, ça va être clairement un sujet d'actualité dans les 2 prochaines années pour la mobilité internationale. Et je voudrais juste nuancer, pas forcément, mais donner un peu de contexte aux propos un peu théoriques que j'ai donnés. En fait, on s'aperçoit que cette approche opérationnelle versus stratégique de la mobilité internationale, ça va dépendre d'un certain nombre de critères, de comment la mobilité internationale est rattachée hiérarchiquement, si elle est plus ou moins centralisée, du secteur. Et nous, on constate chez nos clients, si je reprends un petit peu des exemples, l'exemple du client que je citais précédemment de Capgemini, eux, ils ont une organisation par zone géographique, par grande zone géographique. La mobilité, elle est cruciale pour les opérations, c'est au cœur de leur fonctionnement du business. Ils ont des équipes qui sont très staffées parce qu'ils ont des grosses volumétries. Ils sont, rien que sur la France, je crois qu'ils sont à peu près, pour gérer les flux France, c'est 25 personnes. Et on constate que cette équipe-là, même si elles sont consultées sur la rédaction des politiques RH et notamment ils l'ont été sur le télétravail à l'étranger, c'est l'approche très opérationnelle qui prédomine parce qu'ils doivent répondre à ces défis énormes de conformité, notamment sur ce type de volumétrie. Et du coup, ça va se répercuter sur leur type de besoin en termes de digitalisation. Et quand ils sont venus nous voir, leur objectif principal, c'était l'amélioration de l'efficacité de leurs équipes. Et à l'inverse, on va avoir un autre client qui est, lui, dans l'industrie pharmaceutique, qui est plus centralisé,
qui est plus intégré justement sur ces stratégies d'attractivité, de fidélisation des talents. Et lui, son maître mot, c'est l'expérience du candidat. Et quand il est venu nous voir pour se digitaliser, son objectif principal, c'était vraiment l'expérience, l'amélioration de l'expérience du talent. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais dire. Et donc, il y a des difficultés pour la mobilité internationale, mais c'est vraiment une occasion unique pour elle de tirer parti de ces nouvelles demandes de salariés, de l'incertitude mondiale, des impératifs commerciaux, pour élargir le champ de ses attributions et devenir vraiment un acteur essentiel dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Merci beaucoup, Claire. Du coup, on va enchaîner après sur voilà, qu'est-ce que les entreprises peuvent activer pour pallier à ces problèmes-là. Avant ça, n'hésitez pas, je vous rappelle à poser vos questions. On va garder quelques minutes à la fin du webinaire pour y répondre, donc c'est maintenant qu'il faut le faire, n'hésitez surtout pas. Je reviens aussi sur le petit sondage que je vous ai partagé tout à l'heure. Donc, pour rappel, avez-vous structuré une politique spécifique pour le télétravail international et vous êtes 80% à avoir dit non. Donc vous êtes beaucoup à ne pas avoir de politique pour le télétravail international. Donc, il va être temps du coup de s'y mettre. Donc du coup, je vais vous partager aussi dans la foulée un autre petit sondage, si vous pouvez répondre. Je vais le faire de suite et qui est, à l'heure actuelle, pensez-vous gérer correctement la mobilité internationale de vos collaborateurs? Voilà, donc je vous laisse y répondre, toujours pareil en cliquant sur sondage en bas à droite et avant la fin du webinaire, on verra un petit peu, on dira un petit peu les tendances et vos réponses. Donc voilà, donc on va continuer sur un peu la dernière partie de ce webinaire déjà, donc en parlant des nouvelles pratiques. Donc bon, on le disait, donc là tous ces nouveaux freins que vous avez tous les deux évoqués font apparaître de nouveaux besoins et de nouvelles pratiques en matière de mobilité internationale. Julien, est-ce que tu peux nous en dire plus de ton côté sur les nouvelles pratiques que tu vois notamment chez Deal et qui peuvent être mises en place pour régler ces problèmes-là? Oui, donc déjà le premier point, en effet, je reviens toujours sur une notion de maturité et de taille d'organisation. Je pense que le point qui a bien mis en avant Claire, c'est tout d'abord cette notion de politique de mobilité. Et en fait, si elle a été définie ou pas, et s'il y a une stratégie réellement qui est mise en place ou non pour accompagner ces nouvelles attentes d'une part, et aussi cette nouvelle façon de travailler. Ce qui est certain, c'est que nous, là, on va être consultés et on travaille beaucoup d'organisations sur les sujets qui vont être liés, d'une part, à aider à amener de l'agilité, en fait, sur des sujets d'urgence, où typiquement, je pense à deux grands noms du CAC 40 qui sont de nos clients, qui en l'occurrence ont déjà des entités internationales et ils doivent gérer rapidement, en fait, eh bien, une mobilité parce que un de leurs talents clés doit suivre sa conjointe et une autre personne doit suivre son compagnon dans d'autres pays. Et dans ce cadre-là, ils attendent de l'organisation avec laquelle ils travaillent depuis longtemps d'amener une agilité, en fait, de suivi. Et donc, c'est là où on va intervenir. Et ce qui est intéressant, c'est que ces organisations, en réalité, travaillent déjà de temps en temps avec des acteurs locaux, mais c'est très éclaté et très atomisé. Et aujourd'hui, ce qu'ils attendent, finalement, c'est de proposer une réelle expérience. Donc, ce qu'on observe, en tout cas, le premier point, c'est qu'ils veulent quelque chose qui soit simple, qui soit outillé, donc la notion de plateforme en ligne, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de l'employé, va favoriser en fait les échanges et la transparence au niveau de l'information, va aussi sécuriser finalement l'ensemble des étapes jusqu'au paiement du collaborateur dans ces pays. Et c'est vrai que nous, on porte un des sujets qui me semble en tout cas qui n'est pas récent, mais qu'on a totalement révolutionné, c'est ce qu'on appelle le portage salarial international, qui va justement permettre d'amener de l'agilité sur eh bien, des contextes où des organisations ne sont pas présentes et pour autant, elles doivent quand même conserver ces termes. Et donc, dès qu'on parle de ça, on parle de quoi? On parle quasiment de l'intégralité des sujets admin, RH, des sujets déclaratifs locaux, des sujets aussi de paiement. On n'en parle pas aussi, mais on parle de salaire derrière et s'assurer finalement que tant au niveau de la sécurité sociale, des bénéfices que peut proposer à ce collaborateur, des couvertures et notamment aussi son paiement dans la devise locale, puisse être fait à chaque fois de façon sécurisée et suivi au mois le mois. Et donc, c'est ce qu'attend notamment en termes d'expérience le collaborateur qui, du coup, aura, ça va le fidéliser et on est en plein sujet de marque employeur au niveau interne. Donc, je dirais déjà, grâce aux nouvelles technologies, des acteurs comme Deal, on permet du coup d'apporter cette agilité. En l'occurrence, Deal, on le fait sur plus de 100 pays. Et donc, ça permet finalement à un responsable de mobilité internationale ou à une start-up ou une scale-up française de se dire que très rapidement, eh bien, j'ai une capacité via une plateforme SaaS, quel que soit le pays,
d'avoir une couverture qui m'assure moi à mon niveau, un, d'avoir de l'information consolidée, et deux, d'être totalement conforme au niveau local, et notamment sur le paiement de mes collaborateurs dans les bonnes devises. Il y a un point aussi qu'on nous remonte souvent, c'est tous ces sujets de visa et d'immigration, dont aussi Claire a parlé. Et c'est vrai que beaucoup de nos clients sont en difficulté parce qu'ils doivent aller vite. Ils n'ont aucune connaissance, souvent au niveau local, des procédures, au niveau des enregistrements, au niveau du département d'immigration. Mais après, toutes les pièces afférentes qui sont nécessaires, qui vont vraiment marier d'un pays à l'autre. On peut voir chez nous, on le fait sur plus de 25 pays. Et typiquement, on accompagne des organisations qui doivent gérer des mobilités, notamment au Japon. Et on sait qu'au Japon, typiquement, c'est plus compliqué d'avoir certains visas avec des pièces particulières. Et étant présent nous localement, on a en fait ce rodage et les équipes locales qui permettent de faire ça très rapidement. Et c'est ce genre de choses qu'attendent maintenant les organisations, mais avec cette flexibilité de le faire à la fois au Japon et simultanément potentiellement au Mexique et au Canada, en fonction des réalités auxquelles elles sont confrontées. Donc voilà, je dirais que cette notion de digitalisation, elle est clé, elle est simple. C'est ce que permettent de mes outils aujourd'hui qu'on propose. Et cette notion un peu d'outil couteau suisse, qui me permet du coup finalement au niveau corp central au groupe, de pouvoir gérer des cas de figure qui vont être différents et proposer finalement une expérience auprès de mon talent, de mon collaborateur, qui soit si possible la plus unifiée possible et dans une continuité par rapport à des outils auxquels il peut déjà accéder au quotidien. Alors après, ça se traduit par différents services qui peuvent être proposés également de relocalisation, et c'est là où il y a une vraie complémentarité avec notamment Expateo. Super, merci beaucoup. Claire, si tu veux rebondir un petit peu de ton Oui. côté. Ouais. Oui, donc effectivement, moi, dans ces nouvelles pratiques, il y a des choses où on va se rejoindre. Bon, tu as évoqué effectivement notamment la partie IOR que vous portez. Moi, je voudrais zoomer sur deux aspects. Le premier, c'est sur l'aspect de structuration de politiques plus flexibles pour garantir la meilleure expérience possible aux talents. Donc, on est toujours sur ce sujet mais quoi, tu l'as dit aussi, de comment on s'assure de la bonne expérience du talent. Et donc, pour apporter cette flexibilité, la façon de faire, ça dépend un peu de la situation d'origine de l'entreprise dans laquelle on se situe et du point de départ. Ça peut commencer déjà par une plus grande segmentation des politiques en fonction du type de mobilité. On l'a évoqué tout à l'heure. Avant, dans les entreprises, il pouvait y avoir une politique pour le long-term assignment, pour le short-term assignment, mais maintenant, on va avoir des politiques pour le télétravail à l'étranger, pour le commuting, pour les permanents transferts. Donc, on va diversifier, en fait, le type de politique et on va pouvoir mixer cette approche aussi avec ce que on appelle un peu dans le jargon le tiers policy. En gros, ça veut dire on va pas accorder les mêmes avantages en fonction on s'adresse à un junior, un manager, un VIP, etc. Donc, on va pouvoir mixer ces approches-là. Et ensuite, il y a une pratique qui n'est pas neuve, mais qui s'est extrêmement développée, pareil, ces dernières années, c'est le core flex. Les pratiques core flex, qui sont vraies, dont c'est vraiment le sujet. Donc, on parle de quoi? C'est un ensemble de services ou d'avantages de base qui sont prédéfinis, qu'on appelle le core. Et ensuite, on a une gamme de services supplémentaires qui, elle, est facultative et parmi lesquels soit le collaborateur, soit le business vont choisir en fonction des circonstances et des besoins. Et ça, c'est la partie flex, d'où le terme core flex. Et donc, en fait, on a, selon les objectifs stratégiques de la mobilité, la nature des enjeux sur le poste, la culture d'entreprise, l'employeur, il va pouvoir ainsi piloter des niveaux d'avantages ou de services destinés aux collaborateurs. Donc, voilà, ce sont ces genres de pratiques-là qui vont vraiment permettre de pouvoir apporter la flexibilité. Et le deuxième sujet sur lequel je voulais zoomer, et tu as commencé bien évidemment à en parler, c'est ce sujet d'outils, comment on équipe tout ça. Donc, c'est le sujet de la digitalisation. Je pouvais pas ne pas en parler, qui est pour nous vraiment cette réponse aux enjeux combinés du besoin de flexibilité et de la complexité. Parce que piloter la multiplicité des cas et la complexité qui en découle, c'est un vrai challenge. Et c'est là que la digitalisation va intervenir. Et elle va être rendue nécessaire, ne serait-ce que à minima pour centraliser la donnée, suivre l'ensemble de la variété des flux et les différents intervenants au process. Et au final,
on va s'apercevoir que cette digitalisation, et c'est ce que j'ai commencé à mentionner plus haut en prenant des exemples clients, elle va répondre à plusieurs objectifs qui peuvent être combinés entre eux. Qui est le premier, c'est l'efficacité. Donc, pour répondre à la dimension très opérationnelle de la fonction que j'évoquais plus haut. Et donc, en fait, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en réduisant les frictions sur le process, en consolidant les différents fournisseurs qui sont éclatés, tu disais, il y a plusieurs fournisseurs, que ce soit sur la partie immigration, relocalisation, partout, sur l'ensemble des entités dans le monde. Donc, en consolidant toutes ces parties prenantes, on va pouvoir réduire le temps et les ressources à jongler avec des données qui vont provenir de systèmes multiples ou le temps passé sur des tâches répétitives. Donc ça, c'est vraiment le sujet d'efficacité et ça va permettre de dégager du temps aux équipes sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Et donc, si je reprends toujours la même étude, la des que j'évoquais plus haut, on a 75% des services MI qui estiment que la technologie leur permet de gérer la mobilité internationale de façon plus efficace. Et donc ça, c'était le premier objectif, l'efficacité. Ensuite, en lien avec la dimension expert du métier, l'objectif de la digitalisation, ça va être de faciliter la conformité des process. Donc, on en a parlé beaucoup du côté compliance. Donc, sur les sujets, les mêmes, je ne les reprends pas, immigration contractuelle, taxes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail du comment, mais il y a plein de façons de faire, allant ne serait-ce que parce que vous avez une information centralisée et fiabilisée, déjà, c'est le début d'une conformité. Le troisième objectif dont on a beaucoup parlé, c'est réduire la friction pour les talents. Les tenir informés sans les surinformer, donc c'est le bon dosage d'information, pour qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire, mais aussi où en est le process. Et ainsi, grâce à cela, permettre d'améliorer leur expérience de mobilité, qui est un sacré objectif, comme on l'a déjà évoqué. Et puis le dernier objectif qui peut être sous-jacent à une digitalisation, c'est aussi plus un sujet d'apporter plus de visibilité sur les coûts, les risques, les retours sur investissement. Et là, ça vient compléter le tableau. Donc, en conclusion, sur cette partie-là, mon sentiment, c'est que pour trouver les moyens créatifs de répondre à cette grande variété des demandes, des talents et du business, la mobilité internationale, elle peut faire appel d'une part à la diversification des formes de mobilité, l'IOR en faisant partie, et la segmentation qui en découle en termes de politique et qui va ne faire que s'accroître. Deuxièmement, elle va pouvoir faire appel à la technologie qui est vraiment l'instrument qui va permettre à la mobilité de répondre aux besoins de l'ensemble de l'organisation. Merci beaucoup, Claire. Je te coupe un petit peu. On a une question de Maxime à laquelle tu peux répondre, qui demande comment offrir des opportunités de mobilité internationale sans devenir une société dite full remote. Qu'est-ce que tu penses de ça? D'offrir des opportunités, alors des opportunités de mobilité internationale sont pas forcément en full remote. Le full remote, souvent on va le retrouver dans le cas où on a un talent qu'on a trouvé en Hongrie parce que c'est le data scientist qu'on cherchait, la perle rare, qui veut pas quitter son pays, et donc on a mis en place une politique qui lui permet de rester dans son pays. C'est un des cas d'usage. On peut offrir des opportunités de mobilité internationale à partir du moment où effectivement on commence aussi à avoir des entités. Ce qui est évoqué Julien, ça dépend aussi du niveau de structuration de l'entreprise. Et c'est là où tout c'est le sujet du talent management, c'est qu'il faut identifier en fait les carrières possibles dans les différentes entités, soit parce que c'est un parcours qu'on souhaite faire à certains ou l'ensemble des salariés pour qu'ils connaissent les différentes entités. Donc, ça peut être vraiment des assignments dans les différentes entités. C'est pas forcément du télétravail à l'étranger. Et c'est ça qui s'organise, et c'est ça qui s'organise avec le talent management pour que ça fasse sens par rapport à un objectif global. Top. Merci Claire. Je continue. On a une autre question d'Émilie. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, peut-être que Julien, tu vas peut-être pouvoir y répondre. Alors, Émilie qui pose cette question, comment concrètement mettre en place une politique de télétravail à l'international? Ce qui sous-entend, quelles questions faut-il se poser? Quels paramètres il faut prendre en compte et quelles erreurs ne pas faire?
Ok, c'est une vaste question. Alors, moi, je suis pas C'est une vaste DRH, question, donc effectivement. je suis pas DRH, donc je vais y répondre avec moi, mon vécu. Je rajouterai un point. Premier point, c'est que nous, chez Deal, on est tous en full remote. Donc, on est 2500 collaborateurs dans le monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, moi, je vis un peu comme un laboratoire, un peu du future of work, la façon de travailler en full remote dans une organisation qui est quand même à taille significative. On n'est pas 50 ou 70 collaborateurs. Et donc, par ailleurs, je suis en contact direct avec des DRH, notamment d'entreprises de différentes tailles. Et différents éléments en fait. Le premier élément, je pense, c'est la culture interne. Donc, il faut définir un peu la culture qu'on veut impulser en interne. Deuxième point, c'est la stratégie au niveau de la direction DRH et aussi direction générale, CEO, et bien savoir si on veut ou pas promouvoir, parce que ça peut amener aussi des effets de bord. Dès qu'on parle de télétravail international, bah, potentiellement des collaborateurs en France ou dans le pays d'origine, ils peuvent demander aussi de revoir les politiques de télétravail si elles ont été renégociées. Et le troisième élément, donc je parle de négociation, c'est évidemment la notion de partenaires sociaux. En général, il y a des négociations qui sont faites en interne pour justement après trouver le bon équilibre. Et derrière le bon équilibre, il y a aussi l'outil, la façon dont ces collaborateurs vont être accompagnés. Donc après, toute une question aussi d'outillage. Est-ce que l'entreprise a les outils pour pouvoir permettre de travailler, de collaborer avec des collaborateurs qui sont partout dans le monde? Est-ce qu'on leur met à disposition facilement et rapidement des outils informatiques? Est-ce qu'ils ont accès à des outils de collaboratifs? Je ne sais pas, j'ai cité Slack notamment quand on l'utilise chez nous. Est-ce qu'ils vont pouvoir accéder rapidement à leurs données plutôt RH, administratives, etc., très facilement? Voilà, donc c'est plutôt une notion d'outillage, mais en amont, pour moi, le vrai sujet, c'est la culture, la dynamique qu'on veut impulser au niveau de la direction des ressources humaines et qu'elle soit cohérente avec l'ensemble des collaborateurs, et enfin les partenaires sociaux, bah, qu'ils sont à prendre en considération, en tout cas dans ces échanges. Je Super. compléterais juste le propos de Julien en disant quand il parle de dynamique, moi je parlerais d'objectif. En fait, ça dépend pourquoi on le fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et on voit des politiques de télétravail à l'international qui sont extrêmement variées en fait C'est vrai. dans les modalités, que ce soit dans le nombre de jours accessibles ou quoi. Voilà. Après, sans parler des contraintes, justement les impacts fiscaux, etc. Je rentre même pas sur ces aspects-là, mais c'est vraiment la question, c'est quel est l'objectif derrière, cumulé à ce que tu as dit, la culture de l'entreprise, vont déjà donner une orientation. Et ensuite, c'est de bien intégrer aussi les bonnes parties prenantes. Donc, tu as parlé des partenaires sociaux, mais s'il y a une mobilité, la mobilité internationale, bien évidemment, le talent management, justement, s'il y a ces objectifs-là. Et c'est ensemble qu'on va dresser ça. Et ensuite, après, sur le comment, il y a des benchmarks qui existent. Il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui l'ont Qui établi. Donc, accompagne. Ouais. voilà, soit qui accompagnent et on peut aller s'inspirer de politiques dans des entreprises de même type de secteur aussi. C'est intéressant d'aller regarder comment ils ont fait après dans les modalités précises. Et je rajouterai un élément aussi clair, c'est que au-delà de la partie outils, bah, typiquement nous chez Deal, on a un de nos partenaires est WeWork, qu'on permet de mettre à disposition directement aussi nos clients très facilement. Euh, Bah, en fait, on a des all access, on a des accès, on a des accès aussi à des salles. Et donc, cette notion aussi de télétravail, c'est télétravail dans le sens pas forcément home office. Ça peut être aussi de travailler dans des espaces de coworking. Donc, c'est tout ce cadre aussi de socialisation, de rencontres potentielles, d'espaces de travail potentiels qui peut être mis à disposition. Et aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent cette flexibilité-là pour permettre à vos collaborateurs d'avoir un cadre de travail simple sans pour autant avoir besoin de créer une entité, de louer des locaux, etc. Donc, ça amène cette agilité aussi. Mm-hmm. Et également sur l'aspect, donc pour éviter évidemment l'isolation, le fait que les collaborateurs soient isolés au quotidien. Et je dirais aussi de la même façon, sur la partie informatique, il y a des acteurs qui font ça très bien. On travaille avec Ecofi notamment, qui permet très rapidement, en 2-3 jours, d'avoir un laptop, un iPhone et tout le stack informatique qui est mis à disposition. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des acteurs qui permettent d'apporter cette agilité sans réellement engagement et sans que ça demande aux organisations d'investir lourdement pour les accompagner et pour éviter que les collaborateurs soient isolés, qu'il y ait une vraie culture qui soit impulsée, une culture d'entreprise. Merci à tous les deux. Alors, on arrive déjà, ça passe très vite, mais à la fin du webinaire. Donc, juste avant, alors je voulais juste revenir aussi sur le deuxième sondage. Donc, à l'heure actuelle, pensez-vous gérer correctement la mobilité internationale de vos collaborateurs? Et on est sur du 50-50. Donc, voilà.
50% des personnes disent oui et 50% disent non. Avant de se quitter, je voulais juste revenir un petit peu sur nos actualités pour que tout le monde soit au courant, donc côté deal et Expateo. Donc voilà, on sera au Futuro Vetchar le 31 et 1er juin. On sera aussi sur Viva Tech du 14 au 17 juin où on aura un stand. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et sur le B2B Rock en septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter et à nous rencontrer sur place si vous y êtes. Voilà, aussi, bon, on fera d'autres webinaires comme ça. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, on n'a pas eu beaucoup de questions, mais si vous en avez qui vous viennent en tête après, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi, Julien ou Claire directement à nous ajouter et à nous contacter sur LinkedIn voilà, pour parler plus ou juste si vous voulez discuter de ces sujets-là. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit à tous. Merci encore. Et on se retrouve très vite pour un prochain webinar. À très bientôt. Et merci encore à tous les deux, Julien et Claire. Merci Pierre-Jean, merci Claire. Merci à toi. Merci à tous. Ouais, merci à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et bon appétit. Ouais.